Hey c'est Cassas, hein. Toujours en vie, toujours... Comment ça va, vous? Hein? Quoi, ça? Alors oui, non, je comprends d'où vient la confusion. Non, nous ne sommes pas sur la porte du paradis, et oui, nous allons parler de Pitchy Pitchy Pitch. Je sais, j'avais dit que je ne ferais plus de vidéos concernant cette œuvre sur ma chaîne, mais là, c'est un peu un cas de force majeure. Mesdames et messieurs, je le reconnais, j'ai eu tort. Vous m'envoyez honteuse. En effet, j'ai longtemps affirmé, avec ardeur et passion, qu'il n'y aurait jamais de 3e saison pour Mermaid Melody. Oui, j'ai affirmé ces propos avec dédain et condescendance envers des centaines de fans qui s'imaginaient un jour voir débarquer une suite à cette série qui m'est chère. Que j'étais ignorante, et comme je m'en veux. C'est bon, t'as fini? Oui, pardon. Alors, plus sérieusement, si vous me suivez un peu sur la porte du paradis, vous savez peut-être que j'y ai réalisé une vidéo sur les théories fumeuses des fans concernant l'arrivée d'une 3e saison. Vidéo qui a, ma foi, pas si mal marché, hein. J'en suis plutôt fière, on va pas se mentir, mais bref. Dans celle-ci, je me faisais un malin plaisir de démonter un à un les arguments de celles et ceux qui affirmaient qu'il y aurait une suite. Et en même temps, c'était pas bien compliqué à déconstruire. Faut dire que quand la plupart d'entre eux sont d'assez jeunes personnes et qu'en plus ils spéculent bien souvent sur des œuvres réalisées par des amis artistes, bon, pas besoin de chercher bien loin pour vérifier les sources. Cependant, il se trouve que je n'avais pas non plus totalement tort, car déjà à ce moment-là, j'avais moi-même avancé la théorie suivante. Ah oui, une dernière chose. D'ici quelques années à peine, nous célébrerons les 20 ans du manga. Alors, si vraiment une suite devait exister un jour, je pense qu'elle sortirait à l'occasion d'un anniversaire important. Après tout, il y a bien eu un mémorial pour les 15 ans, alors pourquoi pas une nouvelle histoire pour les 20 ans? Il n'y a plus qu'à attendre et espérer. Alors, je sais qu'Aqua a commencé à apparaître il y a presque 2 ans maintenant, mais c'est cette année que l'histoire fait réellement parler d'elle à travers le monde, si bien que le nouveau manga s'apprête à passer nos frontières. Le fait est que nous sommes en 2023, et devinez ce que l'on fête cette année? Des 940 abonnés. Non. Ton anniversaire? Non, enfin si, enfin comme chaque année. Mais disons la loi du mariage pour tous enfants? Alors, c'est bien mieux que tout ce dont je vais parler, mais non. Il s'agit bel et bien des 20 ans du manga iconique de Pink Kanamori, celui qui a bercé mon enfance et qui continue à me faire rêver, même adulte. Enfin ça, c'était jusqu'à l'arrivée d'Aqua. Alors franchement, je me voyais mal ne pas marquer le coup sur ma chaîne perso, surtout avec tout ce qui se passe depuis environ 2 ans maintenant dans la licence. Vous l'aurez donc compris, on va parler principalement de Pitchy Pitchy Pitch Aqua, qui n'est pas un spin-off. Je sais pas pourquoi il y a beaucoup de gens qui se sont mis en tête que c'en était un, mais non, il s'agit bien de la suite officielle. Et on va parler de trucs pas forcément toujours hyper drôles. Parce que si vous vous posiez encore la question, oui, ça part totalement en cacahuète. Et c'est bien pour ça qu'on va en parler. Remettons un peu de contexte à tout ça. Nous sommes en 2021 et une annonce pop un peu de nulle part signalant l'arrivée d'une suite à l'histoire de Lucie Nanami, devenue maman, et dont on suivra les aventures de sa fille de tout juste 17 ans, Rukia, ou Lukia, peu importe, elle part déjà pas gagnante niveau nom la petite. Tout a commencé avec un simple tweet de Pink Kanamori, puis l'apparition progressive de quelques images des nouveaux héros de cette future série du nom de Pitchy Pitchy Pitch Aqua. Et personnellement, rien qu'avec ça, j'étais déjà pas hyper convaincue. Août 2021, le premier chapitre sort dans le magazine Nakayoshi, et là, c'est le drame. Une histoire truffée d'incohérences, des dessins très moyens et un rythme scénaristique anecdotique.
Presque rien ne va. L'histoire s'ouvre sur l'emménagement de Rukia et ses parents près de la plage où Lucy et Kaito se sont rencontrés. Là, la jeune fille fait la rencontre d'un jeune surfeur sur le point de se noyer et prend donc sur elle d'aller à sa rescousse malgré les interdictions répétées de ses parents quant au fait de s'approcher de l'océan. Bon, déjà venir habiter près d'une plage quand tu veux pas que ton gosse s'en approche, c'est pas le meilleur move, mais passons. Là-dessus, l'adolescente découvre qu'elle est une sirène et sauve ce garçon dont elle tombe immédiatement amoureuse. Oh dis donc, c'est bizarre, ça sent le réchauffé. Et on ne fait que commencer. Rukia se remet de ses émotions, elle découvre sa nouvelle ville, son nouveau lycée et oh miracle! Le garçon qu'elle a sauvé la veille se trouve être le gars le plus populaire de son établissement. Et cerise sur le gâteau, ils se retrouvent dans la même classe. Ah là là, le scénario quand même, c'est bien foutu hein. Elle rencontrera par la même occasion sa nouvelle meilleure amie, Sango, qui est rétrospectivement l'un des meilleurs personnages de cette foutue série, mais que je me permettrai tout de même d'appeler Anon 2.0 pour le moment. À la fin de ce premier chapitre, notre nouvelle héroïne fête son anniversaire en compagnie de sa chère Maman et ses deux fidèles poteaux, à l'occasion duquel Sedan trouve le moment opportun pour apprendre à la jeune fille qu'elle est effectivement une sirène, mais également la nouvelle princesse de l'océan Pacifique Nord, et qu'elle est promise en mariage à un parfait inconnu dans l'espoir de sauver le monde sous-marin d'une nouvelle menace. Ah oui. Alors, je vais briser des rêves. Mais vous vous souvenez de Lucy, aka la Magical Girl, qui prenait le pouvoir de l'amour et qui s'est battue envers et contre tous pour que sirènes et humains puissent se fréquenter 20 ans plus tard, elle est devenue ça. Alors, je vais pas vous faire le détail et le résumé de chaque chapitre sorti depuis 2021, mais si comme moi, vous avez quelques notions autour de la création de contenu, vous sentez déjà venir la merde. D'ailleurs, si ça vous intéresse, sachez qu'on en a beaucoup parlé sur la Porte du Paradis et que nous avons mené des reviews détaillées jusqu'au chapitre 11. Mais vous allez vite comprendre pourquoi on n'a pas continué. Et je suis navrée de vous dire qu'à ce stade, si vous cherchiez une vidéo divertissante, alors vous n'êtes peut-être pas à la bonne adresse. Attention, je dis pas que ce sera pas drôle, je dis simplement qu'à partir de maintenant, nous allons aborder des thèmes qui peuvent être compliqués pour certaines. En effet, cette vidéo n'a pas pour but de cracher encore et toujours sur l'histoire recyclée de Lucy et Kaito, de pointer du doigt la mocheté des dessins de Pin Kanamori ou encore de lister les nombreuses incohérences. J'ai déjà fait tout ça avec mes camarades de la Porte et nous sommes vite tombés dans un cercle d'ennui à répéter encore et toujours les mêmes arguments face à la triste constatation de la non-évolution de l'autrice. Je vous invite vraiment à aller voir tout ça et à lire les chapitres dans votre coin afin de pouvoir vous faire votre propre avis. Néanmoins, si aujourd'hui nous avons arrêté d'en parler et si moi-même j'ai arrêté ma modeste traduction française de l'œuvre, c'est aussi pour des raisons qui me semblent bien plus graves. Si vous avez l'occasion de me suivre un peu sur Instagram, vous êtes peut-être tombé sur ce post. Ouais, j'avais prévenu qu'on allait rentrer dans le vif du sujet. Je vous invite à plonger avec moi dans la face cachée de Pichi Pichi Pichakwa et de découvrir les problématiques que cette œuvre peut soulever. Et attention parce que ça va vous décoiffer les écailles en plus de salement vous spoiler. La série Aqua a clairement franchi des limites que je m'en vais vous présenter ici. Et on va commencer par un truc qui existait déjà dans la série originale et qui m'a d'ailleurs déjà fait hurler plus d'une fois, la pédophilie. Alors non, il n'est malheureusement pas rare de croiser ce genre de fait, souvent à moitié dissimulé, dans les Magical Girls. Que ce soit en faisant qu'une héroïne crush sur des gars beaucoup plus vieux, en cachant ou en restant flou sur l'âge des personnages, ou encore en jouant sur le physique de ces derniers, c'est finalement quelque chose d'assez courant. Et en effet, combien de personnes ont oublié par exemple que Gaito n'a que 14 ans ? Et pour cause, son style, son comportement, même sa voix, absolument tout dans son chara-design veut le pousser à être plus adulte qu'il ne l'est. Comparé un Gaito à un Kaito, qui est la figure même du jeune adolescent, il y a clairement un énorme décalage. Pourtant, ils sont jumeaux, ce qui fait du roi des Pantarasa un jeune homme sous l'influence et l'emprise d'une femme de plus de 20 ans. Ouais, parce que même si son âge ne nous a finalement jamais clairement été donné, vous n'allez pas me faire croire que Sarah a pas au moins la vingtaine. Et vous aurez beau vouloir la rajeunir autant que possible pour faire passer la pilule, il y a un indicateur très simple pour prouver qu'elle n'a plus rien d'une adolescente, sa rupture avec Taro. Pour rappel, c'est cet événement qui causera l'accident du bateau des parents de Kaito, le moment même où Lucy sauve ce dernier de la noyade. À ce moment-là, Sarah est déjà adolescente, alors que les personnages principaux ne sont âgés que de 5 ou 6 ans. Et c'est encore 6-7 ans plus tard que l'histoire que nous avons suivie se déroulera. Alors partons du principe que Sarah devait avoir environ 13 ans lorsqu'elle a vécu son histoire d'amour avec Taro, car je pense que sa cérémonie de passage à l'âge adulte avait déjà eu lieu à ce moment-là. Cela voudrait dire que la princesse à la perle orange serait âgée d'au moins 19 ans au moment des faits. Pire encore,
elle aurait rencontré Gaëto avant même que Lucie ne remonte à la surface. On peut donc imaginer qu'elle fréquente ce dernier depuis déjà plusieurs années. Ça, c'est ce qui s'appelle être pris au berceau. Continuons. Bref, c'est un truc pas hyper jojo que les créatrices de la licence ont fait passer en tsum tsum sans qu'on s'en offusque vraiment. Le souci, c'est qu'encore aujourd'hui, ce même genre de scénario se répète et il est même encore plus dérangeant. En effet, on peut retrouver cette problématique avec le personnage de Seira. Décidément, les princesses à la perle orange, ça enchaîne les bonnes idées. Riez pas, c'est presque un des arguments scénaristiques officiels de la série. Dans Aqua, un nouveau protagoniste qui se dit héritier de la race pantaracienne veut s'ériger au rang de roi et prendre le contrôle des océans. Oh bah tiens, ça sent encore le réchauffé. Je te le fais pas dire. Ce charmant monsieur, sur qui j'ai eu un bon crush en le découvrant, je l'avoue, c'est Laurent. Ou Roland. Ça dépendra de la traduction française. Dans tous les cas, c'est un nom de merde. Laurent veut devenir le souverain suprême du monde sous-marin et pour cela, il utilise une demoiselle et met ses pouvoirs à son service en la manipulant. J'ai nommé... Seira. Alors, on va faire un rapide calcul pour que vous puissiez constater avec moi l'horreur de la situation. Dans Aqua, Seira a le même âge que Rukia, donc elle a 17 ans. Dans un flashback, on peut voir qu'elle rencontre Laurent alors qu'elle est toute petite et qu'elle rentre tout juste au royaume de l'océan Indien, soit juste après la fin de Pur. On voit à ce moment-là un Laurent qui semble au moins aussi âgé que Lucie et sa bande. Donc partons du principe qu'ils sont de la même génération et qu'ils ont à peu près le même âge, soit environ 15 ans. Je vous laisse faire le calcul. Laurent aurait au moins 32 ans, si c'est pas plus, et il sort avec une gamine de 17 ans. Et quand je dis qu'il sort, c'est qu'il sort avec elle, hein. Genre c'est officiel, c'est acté, c'est dit dans l'œuvre. Et ça a l'air ok pour tout le monde en plus, ils sont un putain de couple canon. Et je parle pas du canon de beauté. En l'occurrence, on parlera peut-être du canon pour leur faire sauter la gueule. Tu l'as dit Bouffi. Timmy. Oui, alors, quand j'ai écrit ça, je n'avais pas encore fait l'effort de lire la version anglaise des derniers chapitres parus. Du coup, maintenant, je peux vous affirmer que Laurent a 27 ans, ce qui est toujours problématique, hein, ça reste un gros pédo, sa mère la te pue. Comment je le sais ? Chapitre 21, débrouillez-vous avec ça, vous êtes assez grand pour faire des maths tout seul. Encore une fois, on pourrait me taxer d'hypocrite de critiquer aujourd'hui ce genre de choses quand on sait que c'est finalement un scénario assez commun, et ce depuis des décennies. À ça, je répondrais que la peine de mort a existé pendant des siècles dans la quasi-totalité des pays du monde, et pourtant c'est pas forcément une bonne chose. La preuve, puisqu'en France, on l'a abolie. Ouais. Bon, cet exemple était pas le plus doux. Et on n'est pas là pour en débattre, donc passons. Ce que je veux dire, c'est que toutes les choses que nous connaissons depuis toujours ne sont pas forcément bonnes. À ce compte-là, il y a énormément de trucs dans ce monde qui n'existeraient même pas si on se contentait de rester sur les mêmes schémas sous prétexte que ça a toujours été comme ça. Et puis toutes les vieilles phrases de type « c'était mieux avant » ou encore « on peut plus rien dire », c'est la même rengaine. Oh mais on peut plus rien dire. T'es plus néné. Non plus néné. Tout ça pour dire que non. Je suis désolée, mais je ne suis pas d'accord avec le fait de normaliser une relation entre un homme adulte d'une trentaine d'années et une adolescente de 17 ans. Passons maintenant au second point, qui risque aussi de me faire pas mal crier, j'en suis d'avance désolée pour vos oreilles. L'inceste. Wouhou! Décidément, ça respire la joie de vivre, pitchy pitchy pitch. Bon, déjà, avant de cracher sur Aqua, j'aimerais juste rappeler que ça aussi, ça existait déjà dans l'œuvre originale. Bah, faites pas les choquer, hein. En plus, elles sont présentes dans 100% des arcs de la licence, puisque, devinez quoi ? Après être morte une seconde fois dans Pur, en nous offrant l'une des scènes les plus belles et émouvantes de toute la série entière, les beautés ténébreuses reviennent dans Aqua. Vraiment, cette suite, c'est un festival de bonnes idées sorties du micro-ondes. Mais on reviendra sur leur cas un peu plus tard. Plus sérieusement, il y a de l'inceste limite assumé dans MMPPP Aqua. D'après vous, en connaissant les incroyables scénarios pondus par Anamori, à quelle ethnie Kurosuna pourrait-il bien appartenir en sachant qu'il est le love interest de notre héroïne principale ? Je vous le donne en 1000. Bon, je rappelle que c'est censé être une race quasi éteinte depuis la première saison, mais pourquoi pas hein. Franchement, on n'est plus à ça près. Mais toujours d'après vous, du coup, de qui pourrait-il être le descendant ? Un indice ? J'aurais préféré que ce soit de Rito. Ah bah bonjour l'indice. Oui, vous avez bien compris, il est le descendant de Gaëto. Alors attention,
À aucun moment il n'est clairement dit que c'est son fils, on parle d'héritier ou de descendant, mais on va arrêter de prendre les gens pour des cons juste 5 minutes et admettre que Kurosuna, ou plutôt Humber, est bel et bien l'enfant de Sarah et Gaito. D'autant plus que notre cher Lolo le pédo semble insister sur les beaux yeux couleur ambre du gamin, quand on sait l'espèce de fascination bizarre qu'il a pour les sirènes oranges, bon, si ça c'est pas un indice sur le fait que l'autre taré soit sa daronne, je comprends même pas comment ça peut être accepté comme idée ça, je veux dire, non, Berk, caca. Non seulement on admet et on romantise les relations pédophiles, mais en plus ça ajoute encore plus d'incohérences de merde. Pour pas changer. Non mais sérieusement, Gaito il était daron du haut de ses 14 balais? Et comment il a fait pour naître le gosse là? Parce que pour rappel, si c'est vraiment eux ses parents, et en même temps, je vois pas qui ça pourrait être d'autre après tout ça, bah ils ont canné ensemble ces deux cons. Alors quoi? Leur union dans la mort a donné naissance à un nouveau pantaracien? Non, vous savez quoi? J'ai même pas envie d'y penser en fait. Et ils viennent d'où tous ces serviteurs? Et comment c'est possible que personne ne soit au courant de son existence? Genre Lucie, la déesse des océans? Ou alors ils savent tous. Et c'est pour ça qu'elle veut pas que sa fille se tape son cousin. Ah bah oui, hein, parce qu'on y vient justement. Hein. Si toute cette merde est vraie, Rukia et Kurosuna sont cousins directs. Je dirais même plus, si Kurosuna est le fils de Gaito et que Kaito et lui sont jumeaux, génétiquement, Rukia et son prince noir à 2 balles sont frères et sœurs. C'est bon, vous l'avez? Vous l'avez le souci là. Y a pas que moi qui trouve que ça sent la merde quand même. Et y a même pas moyen de trouver un prétexte pour alléger les choses du genre oui mais non, en fait c'est juste la réincarnation du roi de Pantarasa. Bon déjà parce que je vois pas bien en quoi ce serait moins dégueulasse, à ce titre là ça voudrait dire que Rukia se tape son oncle, parce que c'est littéralement dit dans le manga que le sang de la race arienne, et plus précisément du roi Gaito, coule dans ses putains de veines. Ah c'est bon, je suis calme. Calme. Je suis très calme. Zen. Nous allons donc passer au 3e et dernier point en toute sérénité. Fini les cris, nous allons analyser cette dernière problématique en toute bienveillance et accueillir les propos sans les juger. 3e partie, l'homophobie. Il s'agit là malheureusement d'une thématique qui peut également se retrouver dans les autres arcs. Et c'est le moment de faire place à nos 2 sœurs diablesses préférées. Effectivement, ces 2 personnages nous ont toujours été présentés comme des sœurs, si bien que même dans la VO, elles se font appeler les Black Beauty Sisters. Maintenant, essayons de remettre les choses dans leur contexte afin de mieux les comprendre. Si je vous disais qu'il n'y avait aucun lien de sang entre Chichi et Mimi. Je m'explique, au Japon il n'est pas rare d'appeler quelqu'un affectueusement grand-mère, grand-père, grande sœur, grand frère et bien d'autres encore, sans que cela ne signifie forcément que les personnes font partie de la même famille. Objectivement, quand on prend un peu de recul, on peut vite s'apercevoir que même si les deux font usage des appellations Sister Chichi et Sister Mimi, la plus jeune des deux semble tout de même être celle qui en abuse le plus. Et nous sommes tous passés aveuglement devant leur comportement plus que questionnant, sans s'alarmer sur la situation en se disant que c'est normal, ça vient du Japon. Mais quelle bande de pignoufs on a été! Sérieusement, c'est normal de vouloir pécho sa sœur? Le point sur l'inceste, c'était avant et t'as dit que tu crierais plus. Ah non, mais je suis désolée, hein. Mais moi je peux pas. J'ai mes limites et elles ont largement été franchies. Comment vous dire qu'au-delà du supposé lien de parenté, moi je crois surtout qu'on a affaire à l'un des plus gros cas d'homophobie que ce manga n'ait jamais porté. Mais vraiment, hein, on est à un level Haruka et Michiru là. Visiblement, dans les mangas, on préfère cautionner l'inceste plutôt que le lesbianisme. Je suis moi-même jusqu'à présent restée dans la confusion, mais à force d'y réfléchir et en voyant en plus leur agissement dans Aqua, je suis plus que jamais convaincue que Chichi et Mimi sont un couple à part entière et qu'il serait peut-être temps de les assumer. Je sais pas comment on a pu accepter pendant 20 ans leur espèce de relation de soi-disant sœurs, super cringe et hyper sexualisée sans jamais remettre ça en question. Alors après, on sait pas, vu tout ce qui se trame dans Aqua, peut-être que l'autrice a des penchants incestueux. Non mais je veux pas dénigrer ou diffamer qui que ce soit, hein, seulement... Vous admettrez que ça semble être un thème récurrent chez elle. D'autant plus que nos chers Chichi et Mimi sont quand même v'là vêtues comme des dominatrices de donjons SM. Alors je sais pas, le délire de sœur, c'est peut-être un jeu de rôle, c'est... Seigneur...
Bon, et puis question représentativité, encore une fois, on repassera. À part Sango, qui est vraiment un petit sucre, et dont les origines sont, pour une fois, super bien expliquées et hyper intelligentes, même si ça nique une grosse partie du lore de Peachy Peachy Peach. Bon bah de toute façon, le lore il est niqué depuis longtemps, hein. Oui, bon bah ça va. Bref, en dehors de Sango, on apprend aussi que Laurent aurait visiblement un penchant... Pour les enfants. Pour les garçons. Et pour les enfants, oui, bon. C'est justement le problème. Je vais pas revenir sur le fait que Laurent, un gars de 32 ans, embrasse de force un bébé Kurosuna de 17 balais. Hein. Tout le monde a saisi que rien que ça, c'est problématique. En revanche, en plus de ce constat, ce qui me chiffonne un tantinet, c'est que ce soit purement et simplement de l'homophobie. Alors, je sais que ça peut poser question et que ça peut même vous sembler carrément illogique, mais je vous assure que c'en est. Le fait est que, pendant longtemps, l'homosexualité a été considérée comme une déviance et comme une maladie. À l'époque, et malheureusement encore de nos jours, beaucoup de personnes pédophiles, et ça pour le coup c'est une maladie, étaient majoritairement des hommes s'intéressant aux jeunes, voire très jeunes garçons. Je vous laisse imaginer l'affreuse amalgame que ce genre de faits ont pu causer. En gros, on a commencé à associer pédophiles et homosexualité et à catégoriser tous les homosexuels comme des gros pédosarras. Maintenant, je vous laisse faire le lien entre ces infos et les agissements de Laurent dans Aqua. Bon, après avoir vidé mon sac, laissez-moi vous dire une chose. Quelque part, je suis contente qu'Aqua existe. Dans le sens où ça fait revivre le fandom et ça donne l'occasion à beaucoup de personnes de retomber en enfance parce que oui, pour beaucoup en France, Peachy Peachy Peach est souvent décrit comme l'un des premiers animés de l'enfance des gens. Maintenant, là où ça me dérange, c'est qu'on normalise encore aujourd'hui, à travers ce nouveau manga, des comportements plus que problématiques. Au-delà du fait que je suis également déçue par la nullité de cette suite, je suis surtout inquiète et en colère parce que je trouve ça assez grave de retomber dans ce genre de mécanisme scénaristique malsain. Et ce qui me questionne en plus, c'est que des gens puissent sincèrement apprécier cette œuvre. Et là, c'est pas une question de juger les goûts et les couleurs, hein. Vous aimez ce que vous voulez. Simplement, il y a vraiment des faits problématiques dans Aqua, et ce serait peut-être bien de s'en rendre compte. Encore une fois, normaliser l'inceste ou la pédophilie en la rendant romantique, c'est dangereux. Et je vous parle même pas de la tension sexuelle qui survole l'œuvre en permanence, entre les attouchements, les sous-entendus, les histoires cheloues, et les codes hentai qui sont utilisés dans beaucoup de planches. Sans déconner, me dites pas que ça ressemble pas à une agression sexuelle. L'hypersexualisation pouvait déjà être un problème dans la série d'origine, Mario en a d'ailleurs déjà parlé en vidéo sur la porte, mais alors là c'est vraiment un florilège de prétextes bizarres pour soit foutre les persos à moitié à poil, soit les mettre dans des situations plus que tendancieuses. Avec tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, notamment concernant le droit des femmes, les LGBT+, la culture du viol, etc., cette œuvre me dérange au plus haut point. D'autant plus que 2023 a été une année très fructueuse pour la licence, car l'anniversaire des 20 ans du manga original, en plus de la célébration de cette nouvelle suite, ont permis la production et la vente de beaucoup de merch, la production de nouveaux artworks, que vous avez pu voir tout au long de cette vidéo, et même une réédition de Peachy Peachy Peach avec des nouvelles illustrations par Anamori. Clairement, Aqua rapporte du fric, et c'est pas un hasard si sa sortie s'est faite à ce moment-là. Merci d'être resté jusqu'au bout. Cette vidéo a été très longue et assez difficile à produire, entre autres de par les sujets qu'elle aborde, mais je suis contente de revenir après plusieurs mois d'inactivité sur YouTube. Je promets pas de pouvoir rester, mais dans tous les cas, sachez que je suis jamais vraiment bien loin. Et si vous voulez suivre mon travail ailleurs que sur mes vidéos, je vous invite vraiment à me suivre sur Instagram et à rejoindre le serveur Discord de La Porte du Paradis. D'ailleurs, peut-être que je songerai un jour à créer un serveur Discord lié à mes activités sur internet. Je ne sais pas si ça pourrait intéresser quelqu'un, si c'est le cas, faites-le moi savoir en commentaire. Je terminerai cette vidéo en vous informant qu'Aqua sortira d'ici l'été 2024 en France. Aucune date précise n'a encore été révélée, mais ça ne saurait tarder. Alors que vous aimiez ou pas, sachez simplement ce que vous achetez. Merci de m'avoir écouté.